Voilà. Donc, bonjour. Nous sommes le 13 mai 2021 pour ce cours de panorama de la littérature française. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est encore Charles Baudelaire et le symbolisme. Donc, aujourd'hui, on verra 4 poètes en passant, mais quand même important, et sûrement dans les cours de poésie, vous allez voir en détail ces poètes-là, parce que ce sont les poètes peut-être les plus peut-être les plus importants et ceux qui ont influencé les plus la littérature ou la poésie en dehors de la France. En France, évidemment, mais aussi en dehors de la France. Donc, j'entre déjà ici dans le texte de Baudelaire. Voilà. Il faut juste... Voilà. Et donc, voilà. Et je vais passer à la table de notaire. Voilà, ici. Oui, je voudrais commencer parce que nous avons lu et discuté l'Albatros comme un poème qui nous apporte une image ou une métaphore du poète comme un être gauche, comme nous connaissons l'expression de Carlos Drummond de Andrade, vai Carlos ser gauche na vida. Et l'Albatros, il donne au poète cette image d'un être maladroit, gauche, hors norme, surtout par rapport à la société, n'est-ce pas? Et il y a, je commence déjà dans une explication tout d'abord, parce que, ouais, j'essaie d'organiser dans ma tête ce que je voulais dire. Pour ne pas me perdre, je vais parler de poètes maudits et de poésie comme religion. Je vais dire comme ça. Donc, ne me laissez pas oublier les poètes maudits et la religion de la poésie. Peut-être comme ça, ça va mieux. Donc, je commence par la deuxième. C'est intéressant c'est un phénomène intéressant qui se passe au 19e siècle. Je vais me tenir dans le contexte français. Il y a quelque chose d'intéressant qui c'est la poésie devient une espèce de religion, ou c'est-à-dire la poésie au 19e siècle, elle prend une dimension spirituelle. Peut-être on va se dire, avant il y avait l'idée des muses qui inspiraient le poète et d'une certaine façon mettaient le poète en contact avec les divinités, etc. D'accord. Et surtout cette idée de l'inspiration comme quelque chose d'externe, d'extérieur au poète. Et puis, dans d'autres, au 7e, 18e siècle, on n'a pas vu ça ici en panorama, mais je peux vous dire, on a une poésie assez formelle, avec quelques formules, quelques façons, quelques règles à suivre, à respecter. Et assez souvent, on avait comme sujet de la poésie l'amour, la femme, la religion,
la transcendance, etc. Et puis, surtout ça commence avec, nous avons vu ces mouvements ici, surtout à partir du pré-romantisme et l'expérience subjective de Rousseau dans les confessions et dans les rêveries du promeneur solitaire, et puis la poésie romantique. Je vous ai donné ici l'exemple seulement de Lamartine avec les méditations poétiques. Nous avons, avec les poètes romantiques, l'entrée du poète dans une dimension subjective, tout d'abord. C'est-à-dire le poète en contact avec ses sentiments, avec sa subjectivité, avec ce qu'il est capable de penser. D'accord. Et cette idée de l'inspiration du génie, c'est-à-dire la poésie se fait à partir de la subjectivité, de l'inspiration du poète. Ça fait partie de ce qu'on retrouve dans la poésie romantique. Et puis, surtout avec, peut-être je vais placer ça comme chez Baudelaire déjà. Et vous voyez ici dans la table de matière de Fleur du Mal, nous avons, comme je vous ai expliqué, le livre, il est composé, il est construit d'une certaine façon, comme la première partie, le poète avec son ennui, le spleen et l'idéal auquel il aspire, l'expérience de la drogue, si représentée par le vin, la destruction de l'existence, etc., la mort. Mais il y a quelque chose, nous avons vu dans la conception de Baudelaire par rapport à la modernité, les transitoires d'un côté, on peut placer de ce côté l'existence, la vie, et l'éternel comme une transcendance, un côté spirituel du poète. Et ce qui est intéressant, c'est que peut-être à partir de Baudelaire, on commence à créer cette atmosphère spirituelle autour du poète. Et on verra ça, je vais vous montrer aujourd'hui, surtout avec Rimbaud, et l'idée du poète voyant, poète vidente, et donc le poète deviendra une espèce d'entité capable de voir le futur, l'avenir, les choses cachées au monde, les choses que les gens normaux ne sont pas capables de voir, d'apercevoir. Donc le poète, il prend une allure, une posture spirituelle. La poésie aide le poète à accéder à une transcendance, à un au-delà, à un côté caché de l'existence. Donc, il nous révèle quelque chose. Et surtout, ça va déboucher avec les poètes symbolistes. Et je vais vous expliquer tout ça. Donc, cela dit, la poésie française, au moins la poésie française au XIXe siècle, elle va marcher vers cette spiritualité, vers cette religion, ce que j'appelle la religion de la poésie. Parce que la poésie sera un moyen d'accéder à une spiritualité ou à une transcendance. Et l'autre côté, c'est, je vais parler ici des poètes maudits. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, vous avez déjà entendu cette expression. Les poètes maudits, os poetas malditos. Et assez souvent, quand on parle de poètes maudits, décadents, nous avons ce moment de la décadence à la fin du 19e siècle. Et cette tradition de la décadence, elle va nous donner certains poètes ici au Brésil, comme Alfonso de Guimarães, et aidez-moi ici, le poème
cospe nessa boca que desgarra, o beijo, voilà. Auguste dos Anjos? Auguste dos Anjos, merci. Donc, Auguste dos Anjos, il incorpore cette perspective de la décadence aussi. Mais le terme les poètes maudits, si je ne me trompe pas, il a été développé ou créé justement par Verlaine, un de ces poètes maudits. Et quand on parle de poètes maudits, assez souvent on pense à Baudelaire, Verlaine, Mallarmé. Baudelaire, Verlaine et Rimbaud. Surtout parce qu'il menait un style de vie pas très usuel, pas très traditionnel pour l'époque. Et juste pour vous donner un exemple, je vous ai dit que je n'allais pas entrer dans les détails de la vie de Baudelaire, mais Baudelaire fréquentait certains milieux bohémiens ou bohèmes de Paris. Il fréquentait ce milieu de la consommation de la drogue, surtout l'opium aussi, comme je vous ai dit l'autre jour. Une de ses amantes était une prostituée, donc il fréquentait aussi ces genres d'endroits dans la ville. Verlaine était déjà un poète qui commençait dans cette chronologie, on va voir d'abord les publications de Baudelaire, après Verlaine, et ensuite Rimbaud. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de Rimbaud et Verlaine. Et Rimbaud et Verlaine, ils sont assez souvent liés, on parle des deux ensemble. Et surtout, tout d'abord, Verlaine était déjà un poète qui deviendrait de plus en plus connu dans les années 1860. Et à la fin des années 1860, il connaît Rimbaud. Rimbaud était un jeune qui est venu à Paris. Et jeune, quand je dis jeune, il avait 16 ans, 17 ans, quelque chose comme ça. Il était un jeune étudiant prodige et il arrive à Paris, il rencontre Verlaine. Verlaine était déjà marié avec une femme, c'est important de le dire. Et Rimbaud et Verlaine, ils vivront une histoire d'amour ensemble, conturbée, conflictueuse et scandaleuse, pour dire le moins. Et Verlaine, par exemple, va quitter sa femme pour aller chercher Rimbaud après en Angleterre, si je ne me trompe pas. Ils font quelques voyages en Europe à cette époque ensemble. Et puis, Rimbaud, il va tout quitter, il va quitter la poésie, parce que tout ce qu'il écrit qui est révolutionnaire pour l'histoire de la poésie, il écrit jusqu'à, si je ne me trompe pas, jusqu'à l'âge de 23 ans. Donc, il commence à écrire à l'âge de 17 ans, plus ou moins, et il termine sa carrière carrière de poète à l'âge de 23 ans. Il part en Afrique, il devient une espèce de trafiquant d'armes, d'esclaves, quelque chose comme ça. C'est un peu bizarre l'histoire. Et il a, je ne me souviens plus les détails, s'il a une blessure ou une maladie dans une jambe. Il rentre en France à cause de ce problème dans sa jambe et il se fait couper la jambe. Donc il perd une jambe et il meurt, si je ne me trompe pas, comme une conséquence de ce problème dans sa jambe. Une espèce d'embolie ou quelque chose comme ça. Et Verlaine, il ne va jamais accepter ou comprendre très bien comment cette histoire des deux se termine. Et il sera toujours une espèce de figure, de personnage errant dans Paris, dans les cafés, dans les milieux de la poésie. C'est-à-dire, il est plus ou moins comme Baudelaire,
il va essayer de publier des conférences, des textes pour faire un peu d'argent ou donner quelques conférences pour faire de l'argent parce qu'il n'a pas vraiment de travail. Ils ne deviennent pas de poètes institutionnels en quelque sorte, comme ça. Et Mallarmé, on met ensemble comme ce groupe de poètes autour du symbolisme en quelque sorte, ou des fondateurs du symbolisme. Mais Mallarmé, il aura une vie littéraire plutôt. Il est prof d'anglais, il part en Angleterre, il rentre à Paris et tout ça. Il fait des rencontres chez lui les mardis, normalement. Et chez lui, une espèce de salon dans lequel il parle de poésie. Il explique aux gens ses conceptions de poésie. Et Mallarmé, il finit sa vie comme une espèce de guide spirituel, poétique des jeunes poètes symbolistes et décadents. Donc, la fin de Mallarmé est un peu plus noble, d'accord, avec une certaine renommée, il est bien reconnu, il a une vie stable, en quelque sorte. Voilà, cela dit, je reviens à Baudelaire. Donc, je reviens, je regardais l'heure ici. Donc, on revient à Baudelaire. Donc, je voudrais commenter rapidement quelques poèmes ici. Tout d'abord, parce que nous avons discuté mardi à une passante. C'était un poème court. C'était, je vous ai montré cette idée du passager, de ce qui est passager, éphémère, avec l'éternel. Et ici, nous avons, c'est un poème intéressant, une charogne, parce que c'est un poème dans lequel nous avons une comparaison de la femme sensuelle avec une carcasse d'animal mort. Donc, ça, c'est intéressant à voir. Juste un commentaire, parce que je vois ici, j'ai une notification disant que mon réseau Internet n'est pas très bien. Et je pense que vous m'écoutez bien parce que pour l'audio, j'utilise mon forfait téléphone. Mais il me semble, par exemple, que vous ne voyez pas la projection du poème Une charogne, n'est-ce pas? Non, non. Et en fait, son image aussi, parfois, elle l'arrête. J'imagine que c'est à cause de la réseau. Ouais. Ouais. Donc, voyons. On Ici. voit en fait la table de matière. La table de matière, ouais, parce que c'est ce que je vois dans mon portable ici. Ouais, et je vois que euh, le, les barres ici de mon Internet, ouais, je vois que ma connexion est très faible. Je vais m'excuser, je vais m'absenter 2 secondes, je vais changer la position du modem et voir Et, si ça et professeur, et améliore. sinon, si ça ne marche pas, peut-être moi je peux partager le texte. D'accord. Donc, 2 secondes, je vais changer la position du modem. Mais hier soir, j'ai eu un souci d'Internet ici. Peut-être il y a un problème de réseau ici. Donc, restez là. 2 secondes, je reviens. D'accord.
Rebonjour. Vous m'écoutez là, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Parce qu'en fait, j'ai relancé le modem et on verra ici dans quelques secondes, une minute ou deux peut-être, je vais me reconnecter depuis mon ordi, mais vous m'écoutez quand même ici. Donc, je continue l'explication. Ah, c'est dommage parce que... Ah non, ça va. L'enregistrement, il continue. Donc, c'est pas grave. Il me semble que ça continue parce que je suis connecté dans deux appareils différents. Donc, voilà. On continue ici la discussion sur, et j'accompagne ici si je me reconnecte depuis mon ordi. Donc, ce poème-là, Une charogne, c'est un poème intéressant à ce niveau-là, parce qu'on aura l'association d'une femme sensuelle avec quelque chose qui est de l'ordre du dégoûtant, du bizarre, et quelque chose comme ça. Et donc, ouais, pour ne pas tarder, est-ce que, Juliane, tu peux partager l'image du texte, une charogne, Oui, oui. 2 secondes. s'il te plaît? Si... Ah, 2 secondes, parce que en fait, il me semble que ma connexion est revenue. Et comme ça, je peux zoomer le texte en même temps que je fais la lecture. Juliane, ça va. Je pense que ça va. Je vais essayer de projeter le poème ici. D'accord. Tant mieux. Voilà, Mhm. vous voyez le poème maintenant. Oui. D'accord. Donc, dès qu'il y a un petit souci par rapport à la projection, faites-moi signe et on voit ce qu'on peut faire ici. Donc, c'est un poème un peu plus long, de 2 pages, donc je ne vais pas m'arrêter trop dans l'explication, mais juste pointer quelques éléments dans ces poèmes. Donc, charogne, peut-être c'est un mot que vous ne connaissez pas, mais on pourrait traduire comme carnice, d'accord? Quelque chose qui sent mauvais, qui pue, n'est-ce pas? Donc, nous avons ici le poème. Et ça commence, voilà, je commence la lecture. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Donc, nous avons déjà la description le matin, sur le chemin. Mon âme, c'est le poète qui parle à son âme, et il a retrouvé cette charogne, cette carcasse d'animal mort, sur un lit de cailloux, de pierres, de petites pierres. Et il continue la description, deuxième strophe. Les jambes en air, comme une femme du brick. Vous voyez déjà la comparaison. Nous avons ici comme qui introduit la comparaison. Les jambes en air comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Pardon. Donc, vous voyez que il y a cette comparaison déjà de la position. Ça commence avec la comparaison de la position de l'animal mort avec les jambes en l'air, et ça fait penser à une femme du brick dans la même position. Et il continue. Le soleil rayonnait sur cette pourriture comme afin de la cueillir
à point et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Donc, c'est intéressant ici, la métaphore. En fait, ce n'est pas une métaphore parce qu'il continue avec la comparaison comme, n'est-ce pas? Le soleil rayonnait sur cette pourriture comme afin de la cuire à point. Et c'est intéressant, la métaphore ou l'image ici, de comparer l'idée de comparer la femme avec la carcasse de l'animal mort et cet animal comme s'il était en train de se faire cuire, n'est-ce pas? Et la nature qui met tout ça ensemble. Et on continue. Le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe, vous crûtes vous évanouir. Et donc, nous avons ici, le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. Donc, vous voyez que la carcasse de l'animal qui est en train de pourrir, la chair, la viande de cet animal commence à pourrir, les corps commencent à s'ouvrir et il compare maintenant la carcasse de l'animal avec une fleur qui s'épanouit, qui s'abroche. Et la puanteur, c'est-à-dire les mauvaises odeurs, étaient tellement fortes que vous crûtes vous évanouir. Ici, c'est intéressant parce que vous, c'est les dialogues, je remonte ici, du poète avec son âme. D'accord? Voyons. Et s'évanouir, perdre la conscience, desmaiar, n'est-ce pas? Les mouches bourdonnaient sur ses ventres putrides, d'où sortaient des noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Donc, vous voyez que l'image est assez dégoûtante, n'est-ce pas? Il parle de ventres putrides, des pourritures, des puanteurs, mauvaises odeurs, les bataillons des mouches, les larves. Donc, c'est une image totalement dégoûtante. Et il continue. Tout cela descendait, montait comme une vague ou s'élançait en pétillant. 2 secondes parce que je vois ici que, voilà, je allume, je relance la caméra. Donc, tout cela descendait, montait comme une vague ou s'élançait en pétillant. On eût dit que les corps enflés d'un souffle vague vivaient et se multipliaient, vivaient en se multipliant. Ça, c'est une image intéressante aussi du mouvement de la nature, parce que la mort d'un animal, c'est la vie des autres, n'est-ce pas? Il y a une continuité dans ces mouvements, dans ces mouvements de mort et renaissance, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un animal mort, mais il renaît dans les larves, dans les mouches, des insectes qui s'alimentent de cet animal mort. Donc, même si l'image est dégoûtante, est négative, la pourriture, etc., d'autre côté, elle représente la continuité de la vie. D'accord? Donc, encore une strophe. En ces mondes rendait une étrange musique, comme l'eau courante et les vents, ou les grains qu'un vanneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. Et c'est intéressant parce que l'idée, c'est du mouvement qui existe ici. Donc, la mort ne représente pas l'arrêt, la fin, l'immobilité. La mort, en fait, c'est un passage à une autre chose. Et c'est intéressant parce que les images des mouches, ici, représentent ce côté plus éthéré, plus aéré de la vie, qui sort quelque chose qui sort du corps
il se lève vers le ciel. D'accord? Voyons, voilà, les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir sur la toile oubliée que l'artiste achève seulement pour le souvenir. Je continue. Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épiant le moment de reprendre au squelette les morceaux qu'elle avait lâchés. Donc, il y a encore une image ici d'une chienne qui s'alimentait de la carcasse de l'animal mort. Et il continue. Et pourtant, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection, étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange, ma passion. Et ici, c'est intéressant parce que, vous voyez, je reviens à la page précédente. Ici, mon âme, il y a peut-être une ambiguïté ici, parce que, comme je vous ai dit, j'ai pris ça dans le sens littéral. Mon âme, comme si le poète parlait à son âme vraiment. Mais on peut considérer aussi que mon âme ici fait référence à la bien-aimée, à la femme bien-aimée. Mon amour, mon âme, ma chérie, quelque chose comme ça. Et ici, la page suivante, nous avons ici le tiré qui nous indique un dialogue. Et il dira, et pourtant, vous, ma chérie, serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection, étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange, ma passion. C'est pas très élogieux, c'est pas très, c'est pas un très beau compliment à faire à quelqu'un qu'on aime, de dire que cette personne bien-aimée sera un jour comme cette carcasse putride d'un animal, n'est-ce pas? Et il continue. Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements, vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses, moisir parmi les ossements. Moisir, c'est moffar, d'accord? Parmi les ossements, les os du corps. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera des baisers, la lecture n'est pas très bonne. Alors, ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera des baisers, que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Donc, ici, à mon avis, il y a une ambiguïté. On peut penser le poète qui parle à sa bien-aimée, mon âme, ma chérie, mon amour, ou littéralement qu'il parle à soi-même, à son âme, et se dire, en tant qu'être vivant, faites attention parce que toi aussi, poète, tu vas devenir une carcasse putride, comme celle-là. Et juste pour reprendre ici, alors, oh ma beauté, on peut penser à cette idée, oh ma beauté, ma belle, mon amour, ma chérie, comme je vous ai dit, ou le poète qui se dit à lui-même, à sa jeunesse aussi, oh, toi qui es jeune et qui es fort, vigoureux, dites à la vermine, aux vermes, qui vous mangera des baisers. Et ça, c'est encore une image intéressante, n'est-ce pas, de parler à la vermine qui mangera des baisers. Oups. A la vermine que vai comer com beijos. Os vermes que vão comê-lo com beijos, né? No corps. Que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Donc, vous voyez que nous avons la description de cette image de la carcasse rencontrée, la comparaison avec la chérie, qui va aussi, ou lui-même, avec sa jeunesse, son corps va périmer un jour aussi.
Donc, c'est ce côté transitoire de la vie. La même idée de la conception de modernité de Baudelaire, n'est-ce pas? Donc, il y a un côté de la vie qui est transitoire. Mais il termine le poète en disant « Alors, ma beauté, oh ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera des baisers, que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. » Donc, c'est le côté, l'essence, quelque chose d'éternel qui reste même des amours. D'accord? Même si le corps va périmer, va pourrir, va mourir, il y a quelque chose des amours qui va rester, il restera toujours. D'accord? Donc, vous voyez comment c'est riche comme poème et comment il joue avec des images pas familières, pas usuelles, pas je vais dire naturelles au niveau de la poésie conventionnelle. D'accord? Ça, c'est vraiment intéressant, ces jeux, je vais dire, d'opposition en quelque sorte, pas contradictoire, mais d'opposition. Est-ce que vous voulez commenter quelque chose par rapport à ce poème? Ou je peux passer à un autre poème de Baudelaire? Non? D'accord. Et donc, ici, je ne vais pas commenter le poème tout entier. Non, je vais sauter ces poèmes-là. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Et peut-être, voyons ici. Non, ouais, je vais laisser passer. Je vous invite à, à, à regarder ce poème-là vous-même dans la solitude de votre existence et vous allez remplir le vide de votre existence avec les poèmes de Baudelaire. Et je vais passer au poème correspondance parce que d'une certaine façon, le poème correspondance qui fait partie de la première partie du recueil, mais il va, à partir du poème correspondance, je vais faire la liaison avec les autres poètes, parce que je fais attention au temps ici. Donc, correspondance. C'est un sonnet et je vais profiter de ce poème ici pour montrer, je vous ai dit que Baudelaire, il reste en quelque sorte dans la croisée du romantisme, du Parnasse et du symbolisme, n'est-ce pas? Et du côté du romantisme, nous avons quelques images liées au rêve, l'inspiration du poète, le spleen de Baudelaire, l'ennui, peut être aussi lié à cette idée du mal du siècle des poètes romantiques. Donc, Baudelaire, il est aussi lié d'une certaine façon à l'esthétique ou à la conception de poésie romantique. Nous avons parlé du Parnasse la semaine dernière et de l'art pour l'art et l'attention donnée à la forme poétique, n'est-ce pas? Et comme c'est intéressant de voir parce que vous voyez que genre, même si Baudelaire n'a pas une vie conventionnelle, tranquille, tout au contraire, c'était une vie agitée, tourmentée, avec plein de problèmes, il avait pas les goûts, mais il avait les dons
du rythme, de la métrique, etc. Donc, au niveau de la forme poétique, il était hyper doué, hyper capable de faire des poèmes parfaits au niveau de la forme. Et pourquoi je fais référence au Parnasse et à l'idée expliquée le cours dernier de l'art pour l'art? C'est justement parce que je vais vous montrer dans ce poème-là, par exemple, la perfection du poème au niveau de la forme. Et en plus, il arrive à ajouter ou à combiner la forme et les contenus parfaitement. Ça, c'est incroyable. Et donc, voyons ici le poème Correspondance. Je vais zoomer. Non, j'arrive, je ne vais pas perdre l'intégralité du poème. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais lire le poème tout entier pour vous donner une idée de la musicalité et du rythme du poème. Et faites attention parce que je vais expliquer quelques aspects formels du poème. Donc, vous savez, c'est un sonnet, donc nous avons 2 strophes de 4 vers, c'est-à-dire 2 quatrains, et nous avons 2 strophes de 3 vers, n'est-ce pas? Cela dit, nous avons ici un sonnet avec la nature est un temple où des vivants. Non, je me suis perdu ici. Parce qu'en fait, il faut voir où c'est la coupure. La nature est un temple où des vivants. Puis, non, parce qu'il faut compter 12 syllabes. Ce sont des vers alexandrins ici. La nature ou la nature est un temple, non, un temple, on fait la pause. La nature est un temple où des vivants piliers. Des vivants piliers. Voilà. Je ne sais pas très bien où je mets l'accent ici, mais jusqu'ici, temple, nous avons 6 syllabes et après, il y a d'autres 6 syllabes. Donc, la nature est un temple, temple, 6 syllabes, parce que comme temple, la deuxième syllabe n'est pas forte, on ne compte pas, on compte jusqu'à la syllabe forte. Donc, c'est bon pour la première partie du vers. La nature est un temple où des vivants ou piliers. C'est ça, en fait. On ne fait pas c'est comme une partition musicale, d'accord? Il faut étudier avant de jouer la musique. Et donc, pilier, on ne partage pas la syllabe pilier, c'est pilier, d'accord? Et donc, vous allez voir qu'il y aura toujours la césure du vers, c'est-à-dire il y aura une pause dans la 6e syllabe du vers. Donc, nous avons un vers de 12, ou des vers de 12 syllabes, et ici, vous allez voir, par exemple, dans ces vers-là, il marque la césure avec une virgule aussi. Ça arrive de temps en temps. Une autre chose importante au niveau de la forme, nous avons dans la première strophe une idée développée, la deuxième strophe une autre idée développée, et vous voyez qu'il y a un point ici. Je peux marquer ici aussi. Et puis, nous avons dans la deuxième partie du poème, avec les 2 strophes de 3 vers, la conclusion de l'idée développée dans les 2 premières strophes. D'accord? Et donc, voyons la question du rythme. En plus, nous avons les rimes piliers, familiers, paroles, symboles, confondent, répondent, unité, clarté. Et puis, enfant, triomphant,
prairie, infini, encens, sens. D'accord? Donc, il y a un schéma de rime aussi. Donc, voyons le rythme du poème. La nature est un temple où des vivants piliers laissent parfois sortir des confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec de regards familiers, comme des longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme la chair d'enfant, doux comme les aubois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants, ayant... On est interrompu par le chat. Et d'autres corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre et les muscs, les benjoins et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. C'est pas ma meilleure lecture, j'ai déjà fait mieux, mais c'est bon. Donc, voyons ici pourquoi ce poème est très important pour l'histoire de la poésie, surtout pour le symbolisme, parce qu'il y a là une espèce de poétique sur le symbolisme, c'est-à-dire les correspondances entre les choses. Et nous avons ici, je vais essayer de effacer toutes ces marques parce que j'aurai besoin pour expliquer l'idée du poème. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, la nature est un temple où des vivants piliers laissent parfois sortir des confuses paroles. Donc, ici, nous avons cette idée, tout d'abord, de la nature. Et vous voyez que ici, la nature est un temple. Ça, c'est une métaphore, parce qu'il n'y a pas de comparaison explicite. Donc, il prend la nature et l'idée des temples, il associe les deux pour dire que la nature est quelque chose de sacré, n'est-ce pas? Et donc, dans la nature, qui est un temple, ou des vivants piliers, on ne sait pas très bien ce qui sont ces vivants piliers. Les arbres, les gens, ça reste comme une image. Laisse parfois sortir des confuses paroles. Donc, c'est-à-dire que les vivants piliers de la nature, sacrée comme un temple, laissent sortir des confuses paroles. C'est-à-dire, ce qu'ils disent comme parole n'est pas très clair. C'est confus. D'accord? L'homme y passe à travers des forêts de symboles. Donc, nous avons l'homme qui passe, y passe, c'est-à-dire par la nature, à travers les forêts des symboles, c'est-à-dire qu'il nous introduit cette idée de symboles. Et ici, on comprendra les symboles comme quelque chose qui fait référence à une autre ou qui représente une autre, n'est-ce pas? Comme la croix pour le christianisme, ça représente la passion du Christ, n'est-ce pas? Donc, on n'a pas besoin de dire plus, parce que la croix, elle représente déjà pas mal de choses. Donc ici, nous avons l'homme, il passe à travers des forêts de symboles qui l'observe avec de regards familiers. Donc, l'homme est observé par ces forêts des symboles. Donc, nous avons certaines notions ici. La nature comme un temple, donc la nature sacrée. Il y a des vivants piliers
qui laisse sortir ou qui communique avec l'homme avec des confuses paroles. Parce que l'idée du symbole, c'est celle-là. Il fait référence. L'idée du symbole, c'est de ne pas dire directement. C'est d'annoncer, de faire référence à quelque chose, mais sans le dire directement. Il faut interpréter ces signes représentés par le symbole, mais qu'il observe avec le regard familier. Ça, c'est intéressant aussi, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit directement, mais qui reste d'une certaine façon familière aux hommes. Et on continue. Comme des longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs, les sons se répondent. Donc, nous avons ici cette comparaison comme des longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité. C'est une image qu'il utilise pour comparer, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on écoute des longs échos de loin et comme ils sont loin, on n'est pas capable de les différencier. Ils se confondent. On écoute les échos, mais ils sont mélangés à l'écoute. Dans une ténébreuse et profonde unité. Donc, il y a une unité dans tous ces longs échos qu'on écoute de loin. Vaste comme la nuit et la clarté, et vous voyez que c'est une comparaison. Les parfums, les couleurs, les sons se répondent comme les longs échos de loin se confondent. Et l'idée ici, c'est apportée par Baudelaire l'idée de la synesthésie, en quelque sorte. Parce que qu'est-ce que c'est la synesthésie? C'est cette correspondance entre les différents sens de perception. C'est-à-dire, nous avons parfum, l'odorat, les couleurs, la vision, les sons, le oui, ou l'écoute, l'audition, qui se répondent. Donc, il y a une correspondance, dont le titre du poème, entre parfum, couleur et son. D'accord? Et on continue. Il est des parfums. Ici, c'est comme il y a des parfums frais comme la chair d'enfant, doux comme les hautbois. Hautbois, c'est un instrument. Et doux, c'est un adjectif qui parle du toucher, suave, n'est-ce pas? Massive. Donc, ici, il fait la correspondance. Il y a des parfums, l'odorat, qui sont frais comme la chair d'enfant, le toucher, doux comme les hautbois. Donc, nous avons les hautbois comme un instrument qui produit un son, mais qui est comparé avec une sensation de toucher. Vert comme les prairies, la vision, je corrige ici, et d'autres corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin, l'encens. Ce sont des essences d'odeur qu'il utilise ici, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. Donc, il va faire ici, il commence à parler des parfums et il fait pour définir ou pour exprimer comment sont ces parfums, il va utiliser la comparaison avec d'autres sens. Donc, les parfums qu'il faut sentir par l'odorat, mais il fait une comparaison avec la chair d'enfant, les sons d'un instrument ou la couleur des prairies. Mais il y a d'autres parfums qui sont corrompus, riches et triomphants. Et d'autres parfums qui ont l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin, qui chantent les transports. Les transports ici, c'est cette capacité d'aller au-delà, de se transporter à partir de l'émotion, des sensations, etc. Et
les transports de l'esprit et des sens. Donc, vous voyez ici l'idée c'est-à-dire quelque chose, les parfums qui sont quelque chose de physique, mais qui mènent l'esprit et les sens à se transporter à d'autres dimensions, je dirais un peu comme ça. Et c'est-à-dire que dans cette espèce de théorie qui est présente dans ces poèmes, l'idée des correspondances, c'est celle-là. Parce qu'ici, il ne développe pas l'idée que le poète nous fait voir ce qui est caché dans la nature. Mais l'idée, elle est implicite dans ces poèmes. C'est-à-dire, le poète, comme je vous ai dit, est cette espèce d'entité qui nous aide à voir et à comprendre ce qui dans la nature est caché, ce qui est énigmatique, ce qui est symbolique, c'est-à-dire ce qui se montre d'une certaine façon, mais qui signifie une autre chose. D'accord? Donc, ici, dans ces poèmes, nous avons cette idée de, tout d'abord, de la synesthésie, c'est-à-dire du mélange des sensations physiques, et la capacité d'un élément physique, comme un parfum, de nous transporter à d'autres dimensions spirituelles ou même physiques. Et en plus, cette idée de la nature comme un temple qui cache des symboles qu'il faut savoir les interpréter. Ça va? C'est bon? Oui? D'accord. J'interprète votre silence comme des symboles. Et donc, je finis ici la discussion sur Baudelaire. Donc, par rapport à Baudelaire, je vous ai dit qu'il faut considérer le côté critique d'art et critique 2 secondes parce que je n'ai pas le chat ici. Si vous communiquez, d'accord, ça va. OK. Voilà. Donc, de Baudelaire, on peut retenir un côté satanique, un côté maudit, maldito, ces mélanges de sensualité avec décomposition, n'est-ce pas? Donc, il y a toujours ces jeux entre l'éternel et les transitoires. C'est comme sa définition de modernité. D'accord? Par contre, ce poème de Baudelaire, Correspondance, il servira d'une certaine façon comme une théorie ou une inspiration pour le mouvement symbolique. N'est-ce pas? Et ce qui est important à retenir ici, c'est cette synesthésie, la façon d'utiliser un sens physique pour représenter, pour décrire un autre. Et ce qui est important aussi, parce qu'il utilise ici les hautbois, un instrument musical, il parle des longs échos, encore les sons se répondent. Ça, c'est important parce que l'idée de musicalité sera importante pour le symbolisme. D'accord? Et donc, je termine la discussion sur Baudelaire et je vais entrer dans la discussion sur Verlaine. Et Verlaine, c'est déjà un poète plus proche de l'idée du symbolisme ou du symbolisme, du mouvement symboliste que Baudelaire. Baudelaire, il va rester comme un précurseur du symbolisme. Verlaine ne se dira jamais un symboliste, mais les symbolistes, les poètes symbolistes qui vont suivre cette esthétique poétique vont considérer Verlaine comme un de ses chefs de file, comme un de ses leaders, d'accord? Et donc, j'avance ici et j'entre dans les livres de Verlaine.
Donc, je vais juste garder la page ici pour vous montrer quelque chose de très intéressant. Vous avez ici la couverture. Vous voyez là la couverture de cette édition du livre Poème saturnien de Paul Verlaine. Saturnien parce que la planète Saturne représente, je ne sais pas pourquoi, mais évidemment à cause d'une série de symboles, de symbologies qui viennent peut-être du Moyen-Âge. C'est un des signes de la mélancolie, n'est-ce pas? Donc, quand on parle d'une figure saturnienne, c'est-à-dire que la personne est un peu mélancolique. Et je passe à la table de matière parce que cette édition, nous avons ici Poème saturnien suivi des Fêtes galantes. Fêtes galantes, c'est un autre recueil des poèmes de Verlaine. Et donc, je voudrais vous montrer ici comme je vous ai expliqué, je vous ai montré que le livre de Les Fleurs du Mal est un livre conçu comme une espèce d'architecture avec les parties bien... le poète, il avait un projet de livre avec les parties, avec un parcours. Et dans les cas de poèmes saturniens de Verlaine aussi. Donc, nous avons cette partie Mélancolia qui va montrer un peu ce côté un peu mélancolique, mais par contre, il y a toute une tradition du dessin qui représente la mélancolie dans la peinture. Et nous avons la deuxième partie, eau forte, água forte, c'est une technique de peinture ou de dessin plutôt. Paysage triste, aussi d'une certaine façon fait référence à un type de peinture. Caprice, si je ne me trompe pas, il y a quelque chose de caprice lié à la peinture aussi, un type de technique caprice. Voyons ici. Pardon, ce n'est pas par rapport à la peinture, mais par rapport à la musique. Musique, c'est un morceau de forme libre. Donc, nous avons eau forte comme technique de peinture, mélancolia aussi, c'est lié à la peinture, paysage triste. Ça fait référence plus ou moins à cette, pas technique, mais à cette tradition de la peinture des paysages. Et les caprices comme une espèce pas de style musical, mais de pièces de musique. Comme le dictionnaire dit ici, de forme libre. D'accord? Voyons ici si le dictionnaire nous apporte encore quelque chose au niveau de la musique. Non. Mais donc le livre, il est composé d'une certaine façon des sous-parties faisant référence à des techniques d'autres arts, la peinture et la musique. Donc, vous voyez déjà la poésie en dialogue avec d'autres arts, la peinture, l'art visuel et la musique, l'art sonore, en quelque sorte. Et je choisis ici, pour parler de ce livre, un exemple à la page 52, retiré de cette première partie, Mélancolia. Donc, vous avez ici le poème Chanson d'automne. Et si je vous ai expliqué que Saturne, la planète Saturne, a cette relation symbolique avec la mélancolie, l'automne, c'est la station de l'année aussi qui représente la mélancolie.
parce que d'une certaine façon, symboliquement, l'automne, il marque la fin de l'été, donc il y a de la chaleur, de la vie, du confort, et il annonce l'hiver, et ici nous sommes dans un contexte européen, donc l'hiver est toujours froid, et en plus, il y a toute la transformation du paysage, de la nature, etc., apporté par l'automne, le changement des couleurs des feuilles des arbres, la chute des feuilles, et donc ça renforce plus ou moins dans l'imaginaire en général, l'automne, il renforce l'idée du passage du temps, c'est-à-dire que la vie est brève et elle va finir bientôt, n'est-ce pas? Et donc, le passage de la vie, ça renforce aussi la mélancolie, c'est-à-dire qu'on va un jour mourir, n'est-ce pas? Et donc, voyons ici le poème. Et si je vous ai dit que Baudelaire était connu par la richesse de thématiques, ses oppositions transitoires et éternelles, etc. Verlaine, il sera connu comme un poète musical. Et c'est intéressant, et même si je vous ai montré la perfection du sonnet correspondance de Baudelaire avec la métrique que je n'ai pas réussi à démontrer clairement, les accents ou le maître du vers, avec Verlaine, on verra une musicalité assez facile à percevoir comme musicale, la musicalité des poèmes. Et donc, nous avons ces poèmes, c'est assez court, vous voyez, et nous avons ici Chanson d'automne. Et essayez de... Je vais renforcer, je vais mettre l'accent dans une lecture lente pour vous montrer comment c'est mélancolique, ce poème. Donc, voyons le poème. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une longueur monotone. Tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens de mes jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Donc, vous voyez que c'est un poème et le choix aussi de sons, des syllabes, ce sont des syllabes longues et fermées. Et donc, ça renforce l'idée de mélancolie, de lenteur de ces poèmes. Donc, les sanglots longs des violons d'automne, vous voyez que ça rend le rythme plus long et ça renforce la mélancolie. Et les sanglots soluços, longs des violons, parce que les violons, violino, c'est un instrument dont les timbres, dont la voix de cet instrument peut être hyper mélancolique, n'est-ce pas? À cause du timbre de cet instrument. Donc, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une longueur monotone. Ici, ce n'est pas longueur, mais longueur, langour, n'est-ce pas? Monotone. Et puis, tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, on ne sait pas très bien quelle heure il est, mais peut-être c'est l'heure de l'automne, ou assez souvent, comme je vous ai dit, l'automne, c'est comme l'automne, les printemps sont ces... oui, c'est un très beau poème, Juliane. L'automne, c'est une espèce de station de transition, en quelque sorte, parce qu'on considère, je ne sais pas si vous aussi, mais moi, dans ma tête, je considère comme l'hiver et l'été comme les stations par excellence. Et c'est drôle de penser comme ça, parce que les 4 stations ont la même durée. Mais dans ma tête, dans mon imaginaire,
l'été et l'hiver sont les stations les plus importantes. Elles sont les stations de l'extrême. Et le printemps et l'automne, ce sont des stations de transition entre ces stations par excellence, l'automne et l'hiver et l'été. Et donc, peut-être quand sonne l'heure, on peut interpréter ici l'heure de la mort ou l'heure, par exemple, de l'automne, l'entrée de cette station mélancolique, ou même l'heure vers 6 heures de l'après-midi, par exemple, la fin de la journée, les crépuscules qui représentent aussi les moments de la journée mélancolique par excellence, n'est-ce pas? Parce que vous voyez la même comparaison que j'ai faite avec les stations de l'année, les crépuscules, ils montrent qu'on va entrer dans la nuit. C'est fini la journée, c'est fini le soleil, et on entre dans la nuit, dans les trêves, dans les ténèbres, etc. Donc, tout suffocant et blême, pallide, sans couleur, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Donc, vous voyez que cette mélancolie, elle est liée au passage du temps. Je me souviens des jours anciens et je pleure. Je pleure parce que c'est passé. N'est-ce pas? On vieillit. Moi, j'aime bien cette idée que quand on nous demande quel âge vous avez, et on répond j'ai 20 ans, j'ai 40 ans, c'est un mensonge en fait. Parce que quand on dit j'ai 20 ans, j'ai 40 ans, c'est-à-dire que nous n'avons plus ces 20 ans, nous n'avons plus ces 40 ans. Ils sont déjà passés. On ne les a plus. Et donc, quand on dit j'ai 40 ans, non, je n'ai plus 40 ans parce que se sont passés, se sont perdus. Et il continue. Je m'en vais au vent mauvais. Je m'en vais au vent mauvais. Ici, on peut interpréter ces vents mauvais comme les vents froids, n'est-ce pas? Et il dit qui m'emporte, les vents mauvais m'emportent, me mènent de ça, de là, pareil à la feuille morte. Donc, vous voyez qu'il y a un vent, quelque chose qui l'emmène ici ou là, et il fait cette comparaison avec la feuille morte comme si lui non plus, il n'était pas au contrôle de son temps, de sa vie, plutôt. D'accord? Donc, c'est intéressant, et moi, j'aime bien, moi, je suis pas acteur, donc ma lecture n'est pas superbe, mais j'adore la fin de ces poèmes parce que la façon parce que vous voyez, la sonorité du poème, elle commence avec nous avons l'impression d'écouter un instrument. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une longueur monotone. Et ça continue. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et puis, quand il entre dans la dernière strophe, on arrive, le rythme du poème nous donne l'idée de la feuille morte qui est emportée, qui est emmenée par le vent. Et il dit, je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte en deçà, en delà, pareil à la feuille morte. De ça, de là, pareil à la feuille morte. Nous avons l'impression de voir cette feuille qui tombe, n'est-ce pas? C'est assez visuel. Le rythme nous donne la vision de l'image que le poème nous apporte. Donc, cela dit, ça c'était un exemple à vous donner de la musicalité de Verlaine, comme je vous ai dit, un poète qui est assez connu en raison de la musicalité de ses vers. D'accord? Et encore une fois, nous avons ici, comme le poème Correspondance de Baudelaire, nous avons ici une annonce importante de la musicalité, quand il apporte l'idée de sanglots longs des violons.
Et pourquoi c'est important de penser à la musicalité? Peut-être les sons, les accords, l'harmonie, la mélodie de la musique, c'est peut-être la forme d'art la plus abstraite, la plus éthérée, la plus légère qu'on retrouve, la plus abstraite et la moins touchable en quelque sorte. Oui, on peut toucher aux instruments, évidemment, mais les sons, la musique, c'est la partie la moins matérielle de l'art. Et vous voyez, parce que le texte poétique, nous avons le texte. La sculpture, nous avons la sculpture. La peinture, les tableaux. Je sais pas. Voilà. Mais la musique, et penser surtout à la musique instrumentale. C'est quelque chose, et ça c'est quelque chose d'intéressant à voir avec ces poètes symbolistes et la musicalité, surtout la musicalité de Rimbaud, pardon, de Verlaine, parce que peut-être la musique est l'art, la forme d'art la plus abstraite, la moins touchable et la plus émouvante. La musique peut-être est la forme d'art qui arrive à nous émouvoir le plus vite possible, le plus profond ou le plus profondément possible, en étant une forme d'art abstraite, éthérée et non touchable, n'est-ce pas? Et donc, d'une certaine façon, ça explique la recherche de Verlaine vers la musicalité. Parce que avec la poésie, et ça c'est important, il y a une confrontation du symbolisme avec le Parnasse. Le Parnasse était une espèce de poésie, on dit assez souvent, une espèce de poésie descriptive, une poésie objective. Je vous ai donné l'exemple de Théophile Gautier mardi, et le poème de rester dans sa chambre au coin du feu, avec le chat, avec un livre, etc. Donc c'était descriptif. On visualisait assez bien de façon presque dénotative, non métaphorique, n'est-ce pas? Et ici, on commence déjà à introduire la musicalité, quelque chose de moins concret qu'on voyait dans la poésie parnassienne, n'est-ce pas? Et je vais passer à un autre livre de Verlaine. Celui-là, c'est le Jadis et naguère. C'est déjà, pardon, parce que le livre Poème saturnien, c'est un livre de 1800. Ça c'est important aussi, je ne l'ai pas dit. Le livre Les Fleurs du Mal de Baudelaire, il a été publié en 1857. Et ensuite, le livre de Paul Verlaine, Poème saturnien, en 1866. Et maintenant, je vais utiliser un autre livre de Paul Verlaine qui s'appelle Jadis et naguère, publié en 1884. Donc, on est déjà presque à la fin du 19e siècle. Et c'est un poème, je ne vais pas me détenir trop là-dessus, mais je vais lire quand même le poème pour vous montrer, il est un peu plus long, raison pour laquelle je vais passer un peu plus vite, mais pour vous montrer ici la conception poétique de Verlaine vers la musique. Et vous voyez, le titre du poème, c'est Art poétique. C'est-à-dire que quand on fait un poème dont le titre est Art poétique, on va expliquer dans le poème notre conception de poésie. Quelle est notre façon de concevoir, de penser la poésie. Et donc, je vais faire une lecture rapide, juste pour vous donner une idée des principes qui guident la poésie de Paul Verlaine. Et nous avons ici, pardon, j'ai changé, pardon.
Voilà. Voilà. Art poétique, il commence de la musique avant toute chose. Et pour cela, préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien qui lui pèse ou qui pose. Encore une fois, vous voyez la musicalité de la strophe. De la musique avant toute chose, et pour cela, préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien qui en lui... Je suis désolé, je recommence. De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'ampère, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien qui lui pèse ou qui pose. Donc, vous voyez, c'est très sonore, qui pèse ou qui pose. Et donc, nous avons ici de la musique avant toute chose. Donc, pour lui, la poésie, c'est la musique, avant toute autre chose. Et pour cela, préfère l'impair. L'impair, c'est le vers des syllabes impair. Parce que le vers de syllabes, comme 10 syllabes ou l'alexandrin de 12 syllabes, ce sont des vers pairs, pares. Et il préfère les vers des syllabes impairs parce que, selon lui, ils sont plus vagues et plus solubles dans l'air, sans rien qui lui pèse. Donc, il n'y a pas quelque chose qui pèse, peso, et qui pose, c'est-à-dire qui arrête le vers. Et ça, c'est intéressant, une curiosité à partager avec vous, c'est que vous connaissez en portugais redondilha maior e redondilha menor, n'est-ce pas? Redondilha menor, 5 sílabas poéticas, redondilha maior, 7 sílabas poéticas. Et assez souvent, dans les chansons brésiliennes, les chansons qu'on écoute à la radio, la plupart sont écrites en redondilha maior ou redondilha menor. Et ça, c'est intéressant justement pour penser à la chanson. La chanson, c'est quelque chose à être chanté, c'est de la poésie chantée en quelque sorte. Par exemple, eu estava à toa na vida, o meu amor me chamou. Eu estava à toa na vida, o meu amor me chamou. 7 sílabas. Batatinha, quando nasce, se espalha a rama pelo chão. Menininha, quando dorme, põe a mão no coração. Aussi, 7 syllabes. Vous pouvez compter, je ne vais pas le faire, mais vous voyez. Une autre chanson, c'est... j'essaie de me souvenir des paroles, mais c'est caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. Caminhando contra o vento, sem lenço, nem documento. Parce que en português, a gente conta até a sílaba forte, né? Então, documento, a gente não conta. Em francês, a gente viu aqui que também não conta, mas como no francês tem palavras oxítonas, né? Préféré, então a gente conta até a última sílaba, no caso, né? Donc, vous voyez que ici, dans le poème de Verlaine, il nous introduit déjà cette idée et il voit comment le vers impair est plus musical que le vers pair, plus léger et moins lourd. Donc, de la musique avant toute chose, et je continue sans m'arrêter trop maintenant. Il faut aussi que tu n'ailles point choisir tes mots sans quelque méprise. Rien de plus cher que la chanson grise où l'indécis au précis se joint. Oups. C'est des beaux yeux derrière les voiles, c'est les grands jours tremblants de midi. C'est par un ciel d'automne attiédi et bleu fouillis des claires étoiles, car nous voulons la nuance encore. Ça, c'est quelque chose d'important aussi pour
la poésie symboliste, la nuance. Et on verra je vais essayer d'arriver à Mallarmé. Mallarmé, il dira dans un texte que, c'est une interview en fait, que la poésie symboliste, au lieu de décrire la chose ou d'indiquer la chose, il faut suggérer la chose. Donc, c'est presque un exercice qu'il faisait ou qu'il proposait à ses élèves, en quelque sorte, les poètes qui le suivaient, c'était regarder un objet et décrire cet objet sans dire qui est ou qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas? Et donc, par exemple, je regarde ici, je sais pas, je regarde un objet à décrire ici. Donc, cet objet noir, long, avec une base ronde et avec une tête ronde qui tourne, je sais pas, c'est le ventilateur qui est ici à côté. Donc, au lieu de dire le ventilateur est noir et grand, vous décrivez, suggérant ce qui est l'objet. Et donc, je continue ici, car nous voulons la nuance encore, pas la couleur, rien que la nuance. Or, la nuance seule fiance, le rêve au rêve et la flûte au corps. Fuis du plus loin la pointe assassine, l'esprit cruel et le rire impur, qui font pleurer les yeux de l'azur et tous ces pailles de basse cuisine. Ici, c'est intéressant parce qu'il apporte une image assez prosaïque. E tu se paia de basse cuisine. Todo esse alho, cebola, alho de cozinha, de baixa cozinha, né, que não é de alta cozinha, cozinha especializada. Prends l'éloquence et tords-lui son cou. C'est un vers aussi que j'aime bien. Donc, la poésie n'est pas l'éloquence, ce n'est pas utiliser les tournures ou les constructions difficiles, n'est-ce pas? Prends l'éloquence et tords-lui son cou. Pega a eloquência e torça-lhe o pescoço. Tu feras bien, empreint d'énergie, de rendre un peu la rime assagie. Et si l'on y veille, elle ira jusqu'où? Et on est presque à la fin du poème. Oh, qui dira les torts de la rime? Quel enfant sourd et quel nègre fou nous a forgé ces bijoux d'un sou qui sonnent creux et faux sous la lime. Donc ici, il fait une critique à la rime, de la musique encore et toujours. Que ton vers soit la chose envolée, a coisa que sobe, né? Que levanta voo. Consent qui fuit d'une âme en allée vers d'autres cieux et à d'autres amours. Et la dernière strophe, importante ici, que ton vers soit la bonne aventure, éparse au vent crispé du matin, qui va fleurant la menthe et le thym. Et tout le reste est littérature. Ici, c'est intéressant parce qu'il, comme Baudelaire, la menthe et le thym. Le thym, si je ne me trompe pas, c'est au milieu. Donc, c'est une herbe aromatique. Donc, que ton vers soit la bonne aventure éparse au vent crispé du matin, qui va fleurant la menthe, qui apporte l'odeur de la menthe et du thym, et point de suspension, et un vers. Ce dernier vers, il n'est pas... il y a une rupture, vous voyez ici, il y a une rupture, il laisse les trois premiers vers de la dernière strophe, et il finit le poème avec « et tout le reste est littérature ». Moi, j'interprète ce vers de façon ironique parce qu'il dit « la poésie, c'est la musique. Si vous ne construisez pas vos vers, vos poèmes selon la musique, le reste, c'est la littérature.
ce n'est pas la poésie. Et la littérature comme quelque chose de mineur. Ce qui importe, ce qui envole, c'est la poésie en tant que musique. D'accord? Et donc, ça, c'était la discussion sur Verlaine pour vous montrer un peu l'idée de la poésie en tant que musique. D'accord? Et là, je vois qu'on est presque à la fin du cours. Et je vais sauter Rimbaud, parce que je ne vais pas arriver à parler de Rimbaud. Je vais chercher une vidéo, un court vidéo qui explique un peu plus Rimbaud, et peut-être je peux parler rapidement la semaine prochaine, surtout des lettres du voyant, essas que são conhecidas como as cartas do vidente, quand Rimbaud explique cette idée-là à un ami. Et je vais passer à Mallarmé, peut-être, c'est pas parce qu'il est plus facile que Rimbaud, mais peut-être dans la construction du raisonnement du cours d'aujourd'hui, c'est un peu plus facile peut-être à expliquer. Nous avons ici apparition. Peut-être j'aurai le temps d'expliquer seulement un poème de Mallarmé. Nous avons ici apparition pour la brise marine. Ouais, ce sont deux poèmes très beaux, mais je dois choisir l'un des deux. Je vais choisir la brise marine. D'accord? Je vais choisir la brise marine ici, aujourd'hui. Et pour le... Ouais, la brise marine. Et quand je vous dis... deux secondes, parce que je ne vais pas chanter la chanson. Donc, je vais chercher ici les paroles. Je vais prendre les paroles ici pour ne pas chanter la chanson pour arriver au morceau qui m'intéresse ici. Vous connaissez la chanson Inverno de Adriana Calcanhoto, n'est-ce pas? Commence no dia em que fui mais feliz, vi avião se espelhar no seu olhar até subir, n'est-ce pas? Oui, vous connaissez, d'accord. Et donc, il y a un morceau de cette chanson, et moi, c'est une chanson que j'aime bien, et elle dit ici, elle dira ici, lá mesmo esqueci que o destino sempre me quis só, no deserto sem saudade, sem remorso só, sem amarras, barco embriagado ao mar. N'est-ce pas? Gardez cette image 2 secondes. Voilà. Cette image de peut-être no deserto sem saudade, sem remorso só, sem amarras, barco embriagado ao mar. D'accord? Barco embriagado au mar. Donc, nous avons le poème ici, Brise marine. Je n'ai pas besoin d'expliquer le titre, n'est-ce pas? Brise marine. Et voyons le poème. Je vais zoomer un petit peu. Ici, nous avons déjà... Mallarmé est un poète déjà plus proche du mouvement symboliste. Peut-être on ne va pas considérer Mallarmé comme un précurseur, mais comme un leader du mouvement symboliste. Et donc, on verra dans certains de ces poèmes des métaphores. Vous avez vu, la poésie de
Baudelaire, elle est compréhensible, n'est-ce pas? Même si les images sont bizarres, sont pas associées l'animal mort avec une femme ou quelque chose comme ça, c'est bizarre, mais on comprend. Avec les poèmes de Verlaine, nous avons senti la musicalité et on comprend aussi. Par contre, quand on arrive à la poésie de Mallarmé, et ici, La brise marine, c'est un poème de jeunesse de Mallarmé. À la fin de sa vie, il va écrire beaucoup plus des sonnets. Mallarmé n'est pas un poète avec une œuvre large, très large œuvre, parce qu'il retravaillait les poèmes assez souvent. Et l'idée, c'était d'arriver à la forme parfaite du poème. Et il y a quelques images qui reviennent dans la poésie de Mallarmé. Et ici, je vais entrer dans les poèmes. Déjà, je vais vous demander peut-être 10 minutes de plus pour ceux qui puissent rester un peu plus. Je comprends que vous avez l'heure, mais c'est juste pour terminer rapidement ici. Donc, voyons le poème. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Ici, j'arrive pas à souligner, je vais utiliser un autre outil. Voilà. La brise marine, la chair est triste, et j'ai lu tous les livres. Fuir, là-bas, fuir. Je sens que des oiseaux sont ivres d'être parmi l'écume inconnue et les cieux. Donc, vous voyez encore quelques images ici de l'ivresse. Et l'image de l'ivresse, c'est quelque chose qui nous... c'est pas par hasard. Vous voyez que quand en portugais même, quand on boit un peu d'alcool et on commence à être ivre, on dit cet état d'esprit alcoolisé, on dit « eu estou um pouco altinho ». Parce que l'alcool nous fait remonter un peu la perception ou quelque chose comme ça. Donc, c'est intéressant, il commence, la chair est triste, certaine mélancolie, hélas. Nous avons déjà vu cette interjection qui montre souffrance. J'ai lu tous les livres. Nous avons ici un poète qui ennuyé, n'est-ce pas, qui n'a rien de plus à faire, il a tout lu, n'est-ce pas? Et il nous demande de fuir, de chercher une autre chose. Je sens que des oiseaux sont ivres d'être parmi l'écume inconnue et les cieux. Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux, ne retiendra ces cœurs qui, dans la mer, se trompent. Donc, nous avons là, je ne vais pas dire la métaphore, mais l'image marine. Le titre, c'est La brise marine, l'air marin, et maintenant l'image de la mer ici. Donc, voilà. Ennui, je viens de faire cette discussion sur les stations de l'année, les parties de la journée, automne, hiver, la nuit, et maintenant nous avons l'image de la nuit dans ce poème qui commence déjà avec une certaine mélancolie. Ennui. Ni la clarté déserte de ma lampe sur le vide papier que la blancheur défend, et ni la jeune femme allaitant son enfant. Je partirai. Donc, je partirai avec l'idée de fuir, de fougue, n'est-ce pas? Steamer balançant, steamer balançant sa mâture, lève l'ancre pour une exotique nature. Steamer, c'est un bateau à vapeur. Et c'est intéressant parce qu'il introduit un mot de l'anglais ici. Balançant sa mâture, le mastro, né, do barco, lève son ancre pour une exotique nature. Donc, nous avons tout d'abord un poète ennuyé qui a tout lu,
qui voit le vol des oiseaux, etc., qui va vers l'inconnu, les cieux, etc., et qui est fatigué de tout ça, et qui nie la clarté de sa lampe, le papier vide, donc il y a une angoisse d'un poète qui n'arrive pas à écrire, n'est-ce pas? Et il dit, je partirai, steamer balançant sa nature, lève l'ancre pour une exotique nature. Un ennui, Baudelaire l'appelait les spleen, désolé par les cruels espoirs, croit encore à l'adieu suprême de mouchoir. Ici, c'est une image assez intéressante de un ennui croit encore à l'adieu suprême des mouchoirs. C'est l'image qu'on voyait dans les bateaux, quand les bateaux partaient et les gens balançaient les mouchoirs, o lenço para s'asseoir, e as pessoas faziam assim com o lenço para dar tchau a Deus. Et peut-être les mâts invitant les orages, les mâts, os mastros, invitant les orages, sont-ils de ceux qu'un vent penche sur les naufrages perdus, sans mât, ni fertiles îlots, oh mon cœur, entend mon chant des matelots. Matelot, marin, marinheiro. Et donc, vous voyez ici, c'est un poème, pas encore un poème hermétique, totalement hermétique de Mallarmé, mais on voit les images, les références, et parfois ces images ne sont pas tellement métaphoriques, elles sont presque symboliques. Il utilise certaines images pour nous mettre dans un champ lexical, en quelque sorte. Donc, vous voyez, je réduis le zoom ici, et vous voyez, nous avons la référence au livre, et puis ici, la blancheur du papier, de la feuille du papier. Et puis, nous avons les oiseaux qui sont ivres, etc., l'idée de fuir, de partir ailleurs, de chercher une nature exotique, parce que où il est, il ne retrouve pas l'inspiration, donc il faut partir. L'idée de l'adieu des mouchoirs, encore ici, et vous voyez la brise marine qu'il cherche, et assez souvent on associe aussi l'idée de la brise marine comme la fraîcheur et quelque chose qui apporte quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Et donc, et en plus, cette idée du marin, qui est ici traduit comme matelot, marinheiro, comme cette idée de quelqu'un qui voyage et qui a des aventures, des expériences, des amours un peu partout. Et pourquoi je fais référence à la chanson de Adriana Calcanhoto? Parce que Barco embriagado ao mar, d'une certaine façon, nous sommes dans les mêmes imaginaires ici, mais il y a un poème de Rimbaud qui s'appelle Barco embriagado. Et ce poème de Rimbaud, Barco embriagado, le bateau ivre, dialogue avec ce poème de Mallarmé, la brise marine. Et le poème, la chanson Inverno, les paroles sont composées par Antônio Cícero. Antônio Cícero est le frère de Marina Lima. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il est un très grand compositeur de chansons. Et sûrement, il connaît ces poètes français. Antônio Cícero, il est philosophe aussi et compositeur de chansons. Et il y a une autre chanson de Adriana Calcanhoto qui dialogue avec ce même imaginaire. Et Adriana Calcanhoto est quelqu'un qui connaît en profondeur la poésie portugaise et française. Une chanson un peu plus pop qui dit se eu fosse marinheiro, eu teria partido, meu coração ligeiro, seria collado com cola de maresia, etc. Donc, vous voyez que cette chanson-là, si je ne me trompe pas, c'est Marésia, joue aussi avec le même champ lexical de
de la mer, de l'air marin, etc. Et donc, ici, c'est un poème, ouais, c'est un choix que je fais pour vous parler un petit peu de Mallarmé rapidement. Mais c'est intéressant parce qu'il introduit plusieurs éléments et d'une certaine façon, nous n'avons pas, comme le poème de Baudelaire, correspondance ou l'animal mort, la charogne, comme une métaphore, la seule métaphore du poème. Ici, nous avons quelques images qui vont revenir, renforcer et être reprises au fil du poème. Vous voyez? Donc, cette idée de la brise marine, elle va revenir de différentes manières, comme le marin, le matelot, les mâts du bateau, les voyages, les vents, la brise, etc. Donc, c'est ça, je voudrais pas m'allonger plus avec cette discussion, mais je vais quand même, peut-être, ouais, je vais voir si j'arrive à trouver des cours vidéo intéressants, parce qu'il fallait parler de Rimbaud, ce serait important, et aussi du poème Un coup de dé de Mallarmé, qui est, c'est encore Mallarmé, le même poète de la brise marine, mais c'est un poème visuel, en quelque sorte. Je vois ici les coups de cœur de Luciane, et ça, c'est peut-être le poème Un coup de dé. Jamais, vous voyez ici, je me promène rapidement autour de ce poème. C'est peut-être la première expérience de poésie visuelle qui va donner plus tard à la poésie concrète brésilienne, Arnaldo Antunes plus tard, des choses comme ça. Donc, je vais chercher quelque chose qui explique un peu plus parce que j'ai craint que je n'aurai pas le temps de parler mardi prochain de Mallarmé et Rimbaud et de l'existentialisme. Donc, c'est ça. C'est mélancolique. C'est mélancolique de reconnaître qu'on n'aura pas le temps de tout faire. C'est comme une métonymie de la vie, vous voyez. Une vie n'est pas suffisante pour tout faire. C'est comme les parcours du cours ici. Et ça nous rappelle que voilà, on est limité et on va bientôt mourir. Et c'est ça, est-ce que vous avez des questions à me poser par rapport à cette discussion? Ça a été un peu vite, j'aime pas ça, mais voilà, mais je voulais quand même parler de ce poète, même rapidement. Ça va? Juliane, oui, ok, d'accord. Donc, on se revoit mardi prochain à 10h pour parler de l'existentialisme, d'accord? Et donc, comme je vous ai dit, n'oubliez pas, avancer dans la lecture de L'étranger de Camus, parce qu'on va faire un débat jeudi de la semaine prochaine. Oui, donc si vous voulez, prenez le livre audio et lisez le livre en suivant le livre audio, parce que ça va vous aider à avoir un rythme de lecture. Ça va? Voilà. C'est dommage, j'aimerais discuter un peu plus en détail Mallarmé, Rimbaud. Peut-être on fera ça dans les cours de poésie. OK? Voilà. Donc, merci. Au revoir. Et n'oubliez pas la musique avant tout. Et tout le reste est littérature. OK? Voilà. Ce sont les plus grands poètes français, à mon avis. Voilà. C'est ça. Au revoir. À la semaine prochaine et bon week-end. Au revoir, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Okay.